Bonjour mon Naïm, Bonjour, bienvenue. merci. On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. De rien, avec plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc tu es notre interlocuteur privilégié chez Emar. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement? Avec plaisir, je m'appelle Mounim Zoued. Donc, je suis établi ici à Dubaï depuis 10 ans. J'ai fait que de l'immobilier depuis que je suis ici. J'ai travaillé dans plusieurs sociétés. Et donc, maintenant, ça fait bientôt 2 ans que j'ai rejoint Emma. Et donc, je suis très content d'être là pour, euh, pour Un répondre à vos grand questions. plaisir de t'avoir avec nous. Merci. Regardez, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Emar, son histoire et l'influence qu'il a aujourd'hui sur le marché immobilier? Avec plaisir. Emma, concrètement, à l'origine, c'est une société qui avait pour but de participer au développement de la ville. Qui à l'origine avait des ambitions, bien sûr, non seulement de générer des profits, mais aussi de compléter la vision du chèque. Donc, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, on voit que Emar a développé des quartiers qui résonnent aujourd'hui dans la ville, tels que Downtown, avec le Burj Khalifa, ou bien Dubai Marina, avec la fameuse marina, qui, entre parenthèses, est la plus grande marina artificielle jamais faite au monde, et le Burj Khalifa, qui est la plus grande tour jamais faite au monde par l'homme. Donc forcément, Emar s'est tout de suite aligné en fait sur la vision du cheikh pour participer à, on va dire, au développement et à l'achèvement de la ville qu'on connaît aujourd'hui. Mais encore une fois, les objectifs 2030-2040 sont pas encore atteints et Emar a pour but de continuer à développer la ville, notamment autour, on va en parler sûrement, autour du nouvel aéroport. Donc Emar, en fait, aujourd'hui, s'est positionné numéro un sur le marché. C'est pas étonnant. C'est une société qui est semi-gouvernementale, donc qui est à moitié détenue par l'État des Émirats arabes unis. Et donc forcément, elle est aussi donc en avance sur les meilleures localisations. Elle est en avance sur des futurs projets qui ne sont même pas encore annoncés au public. Donc forcément, elle se positionne dans des endroits très stratégiques qui ont toujours fonctionné, que ce soit Downtown, Dubai Marina, même si certaines personnes étaient un peu dubitatives à l'époque, aujourd'hui elles se rendent bien compte qu'il fallait miser sur ces localisations. Et on le voit maintenant plus récemment sur d'autres localisations, notamment à Dubai South. Mais en gros, voilà, maintenant Emar s'est positionné numéro un sur le marché en termes de chiffres. Bien entendu, on peut parler des chiffres. 65 milliards de dirhams de vente en 2024. Objectif 2025, plus de 80 milliards de chiffres de vente. Mais bien sûr, aussi sur le marché secondaire. Quand je dis le marché secondaire, c'est-à-dire que de particulier à particulier, on remarque que plus de 40% des acheteurs particuliers cherchent à acheter des projets qui se Emar. trouvent dans des localisations Emar. Donc, pour résumer, Emar aujourd'hui, c'est la référence du marché. C'est le leader, c'est un peu aussi celui qui donne le cap des nouvelles tendances, des nouveaux prix du marché, entre guillemets aussi. Et j'ai envie de dire, les autres développeurs s'alignent un petit peu sur notre vision et essayent de faire de leur mieux pour nous suivre. Donc effectivement, tu nous as dit que la plupart des promoteurs immobiliers essaient de suivre un peu la vision d'Emar. Qu'est-ce qui, selon toi, différencie Emar de toute la concurrence qu'on peut avoir actuellement aux Émirats et notamment à Dubaï? Bah écoute, j'ai envie de te dire, la première chose qui différencie Emar, c'est vraiment l'établissement d'une communauté complète. Donc une communauté généralement assez grande, donc c'était un quartier complet, avec bien sûr tout ce qui est tout ce qui va autour de la communauté, euh, en, en dehors des appartements et des villas. Je parle des routes internes, donc toute l'infrastructure, mais aussi tout ce qui va être service aux résidents, centres commerciaux, écoles, hôpital, parcs, terrain de golf, tout ce qui est divertissement. Mais généralement, voilà, Emar est vraiment connu pour faire ce qu'on appelle un package total. C'est-à-dire qu'on va jamais, vous allez jamais trouver un projet Emar tout seul au milieu de nulle part. Ça, c'est impossible. Ça n'est jamais arrivé par le passé, ça n'arrivera jamais dans le futur. On est toujours centré sur une communauté en particulier. Et en plus de ça, chaque communauté que Emar a effectuée dans le passé, on s'assure qu'elle ait une personnalité particulière. C'est-à-dire que si je prends Dubai Hills Estate, c'est une personnalité qui est plus orientée sur une communauté familiale où vous avez énormément de verdure, de parcs,
des écoles, vous avez 3 écoles pour les enfants, un grand centre commercial. On ressent tout de suite cette culture familiale qu'on retrouve et toute cette verdure. Par contre, si on regarde Dubaï Marina, c'est totalement différent. C'est un environnement qui est plus axé sur tout ce qui est autour du thème marin. Et on a pas mal de restaurants en bord de la marina, on a pas mal de boîtes de nuit, de bars, etc. Donc c'est un peu plus un endroit où on va attirer des touristes ou des personnalités un peu jeunes qui veulent s'amuser, etc. Donc c'est différent. Et quand on regarde Downtown, c'est encore une autre personnalité, c'est un côté un peu plus raffiné, où on a plus de restaurants raffinés, 5 étoiles, des hôtels 5 étoiles, pas mal de bureaux, on va dire, de grandes sociétés qui sont installées. Euh, donc chaque quartier que Emaar fait, on essaye de lui donner une personnalité et donc on se différencie par rapport à ça. Je sais que d'autres développeurs font aussi ce qu'on appelle des master community, euh, mais encore une fois, ça n'a pas la même envergure. C'est-à-dire qu'en termes de dimension, Emaar en moyenne a 5 millions de mètres carrés. Les autres, je ne connais pas exactement tous les autres développeurs, mais je pense qu'ils sont un peu moins grands, on va dire, en termes de superficie. Donc c'est vraiment la superficie, la personnalité de nos communautés. Et en dernier lieu, j'ai envie de dire que Emaar se différencie en étant en avant-garde, toujours à l'avance en termes de localisation. C'est-à-dire que Dubaï Marina a un très bon exemple. C'est-à-dire qu'avant que Dubaï soit développé, vraiment personne n'était allé au-delà de ce côté-là, au-delà de Jumeirah, au-delà de l'opposé en fait, tout au bout de la côte de Dubaï. On était vraiment en avant-garde de tout ça. Et c'est justement en affichant un projet de la sorte que Dubaï s'est ensuite rempli et s'est développé tout au long de la ville, tout au long de la bordure de la côte de Dubaï. Oui. Donc pour répondre vraiment, c'est la qualité de nos communautés, la personnalité de nos communautés et être avant-gardiste, être toujours à l'avance sur des nouveaux projets, des nouvelles localisations. Okay. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi d'important dont tu as parlé à peu près vaguement, c'est la qualité Emaar. Emaar est reconnu pour ça à l'international. Qu'est-ce qui garantit la qualité et les finitions Emaar? On a une garantie sur ça. Ben, j'ai envie de dire, oui, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus vraiment besoin de prouver la qualité de Emaar parce que après avoir, on va dire, délivré près de 280 000 appartements sur tout Dubaï, on peut aujourd'hui se dire que voilà, si on a besoin d'un exemple, on peut tout simplement aller visiter l'un des appartements, que ce soit Adresse Downtown ou Adresse Skyview ou bien d'autres appartements qui ne sont pas de marque entre guillemets. Vous verrez tout de suite que c'est une qualité qui est vraiment acceptable, raisonnable. On n'est pas dans l'hyper luxe, à moins que ce soit, comme je l'ai dit, un appartement qui soit de marque Adresse ou bien Vida. Mais on est vraiment dans une qualité qui est appréciable par les résidents, par les investisseurs. Et on a toujours la possibilité de... Il faut savoir que la qualité des finitions, c'est jamais définitif. Il y a énormément d'investisseurs qui décident d'amener un luxe supérieur à leur appartement. C'est un bien pour eux parce que ça leur permet d'augmenter la valeur de leur bien à hauteur d'au moins 10 ou 15% par rapport à leurs voisins ou par rapport aux autres propriétaires dans la communauté. Donc c'est toujours un plus, parce que la raison première qui fait que Emaar est très populaire, c'est vraiment la qualité de nos quartiers. C'est-à-dire quand vous voyez la qualité des finitions de la communauté en elle-même, c'est ce qui attire les gens, c'est ce qui attire les investisseurs et les résidents. Donc à ce niveau-là, on peut vraiment être tranquille quand on investit avec Emaar. C'est-à-dire que la réputation est déjà établie depuis longue date et les gens sont très satisfaits. C'est vrai que quand on entend Emaar, on pense souvent aux communautés. Tu nous as parlé de la Marina, c'est vrai qu'on a Downtown, on a Dubai Hills qui est un quartier très européen. On entend beaucoup parler aussi de Creek Harbour, un quartier en plein développement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'avancée du quartier, sur les infrastructures à venir à Creek Harbour et comment on imagine Creek dans les 5 années à venir, par exemple? Avec plaisir. Dubai Creek Harbour, je l'ai gardé pour la fin. C'est l'un vraiment des meilleurs projets qu'on a entrepris sur les 7 dernières années. Il faut savoir que c'est un très très grand master plan. C'est une communauté qui va être vouée à être un deuxième downtown, si vous préférez. C'est-à-dire que elle aura, cette communauté, toutes les caractéristiques de downtown, mais elle aura les avantages
que Downtown n'a pas. Par exemple, Downtown, présentement, n'a pas d'école à l'intérieur du quartier. Il n'y a pas d'hôpital à l'intérieur du quartier. Or, Dubai Creek Harbour est voué à avoir au moins 5 écoles et au moins 2 à 3 hôpitaux dans la communauté. Donc la superficie aussi le permet. On est à 3 fois et demi la taille du downtown qu'on connaît aujourd'hui. Donc on est vraiment sur un master plan, une communauté supérieure à tous les niveaux. Aussi par rapport à l'infrastructure, au niveau des entrées et des sorties de la communauté, on va avoir 5 à 6 entrées qui va permettre la fluidité du trafic. Ça, c'est très important. On va aussi avoir une nouvelle ligne de métro qui s'appelle la Blue Line, qui va arriver en 2029, qui va permettre aussi l'accès avec 4 nouvelles stations de métro à l'intérieur de la communauté, qui va vous permettre un accès facile à tous les endroits de la communauté. En plus de ça, comme son nom l'indique, c'est Dubai Creek Harbour. Donc il y a une crique, donc vous êtes entouré d'eau. Il y a déjà une marina qui a été livrée, d'accord? Donc ça, c'est très sympa. Il y a aussi une plage artificielle qui va être là-bas. Et donc, tout ça vous donne en fait tout ce qui manquait à Downtown. C'est-à-dire à Downtown, on manquait les écoles, on manquait les hôpitaux, on manquait d'être entouré d'eau. Donc on a amené tout ça dans un nouveau Downtown. Et donc, ce qui va vraiment rappeler Downtown, ça va être une grande tour. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a pas fait d'annonce officielle sur cette tour, mais ça va arriver. On garde bien sûr le meilleur pour la fin. Exactement, on veut vraiment l'annoncer au moment opportun. Ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce que le moment opportun, c'est maintenant? Pas forcément, parce qu'on a énormément de projets à lancer là-bas. Le but, c'est d'augmenter les prix à chaque fois. Donc Emma, à chaque fois qu'elle lance un nouveau projet, elle augmente les prix. C'est normal, parce qu'un investisseur qui a acheté en 2022 ne doit pas se retrouver avec le même prix en 2024. Donc forcément, le plus tôt, c'est toujours le mieux pour investir. Parce que une fois que la communauté se développe, une fois que les projets sont de plus en plus livrés ou livrables d'ici quelques années, forcément, son prix a évolué. Pourquoi? Parce que avant il n'y avait pas de parc, maintenant il y a un parc. Avant il n'y avait pas d'école, maintenant il y a une école. Donc automatiquement, le prix du mètre carré augmente. C'est logique et c'est naturel. Maintenant, quand on a une annonce comme une tour, une grande tour qui est similaire au Burj Khalifa, ou un grand centre commercial qui est similaire au Dubai Mall, forcément, ça tape un grand coup sur la table et les prix explosent. Donc à ce moment-là, on veut l'utiliser au moment opportun pour pouvoir justement l'annoncer à des endroits, à certains lancements de certains immeubles qui vont justement être vendus beaucoup plus cher que ceux qui ont été vendus précédemment. C'est logique. Donc on va utiliser un petit peu ces cartes au bon moment, au moment opportun, pour pouvoir justement réguler le marché et s'assurer qu'il y a une bonne augmentation des prix. Donc à ce moment-là, vous pouvez voir que Dubai Creek Harbour a déjà connu une augmentation significative sur les 5 dernières années. Donc depuis 2020, on voit une augmentation d'environ en moyenne de 40%, mais pour certaines unités, certains projets, on est à plus de 60-70%. Et les prix des loyers, automatiquement, si le prix du mètre carré augmente, les prix des loyers ont explosé à Dubai Creek Harbour. Donc ce que vous pouviez louer il y a 3 ans, aujourd'hui on est au moins à 30% plus cher. C'est significatif. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix? À combien on achetait un appartement à Creek, un appartement une chambre par exemple en 2019-2020 pour que les personnes qui nous regardent se rendent compte? Oui. Et à combien on achète un appartement aujourd'hui à Creek, un appartement une chambre par exemple? C'est toujours la question, on va dire, un peu tabou. Oui. Ça fait toujours mal d'entendre des choses. Ça, mais c'est une vérité qui fait mal, mais c'est la vérité. Vous pouviez acheter un appartement à l'origine, il y a environ 5 ans et demi, 6 ans, aux alentours de 980 000 dirhams, en dessous d'1 million de dirhams. Parfois même, on peut dire 1 100 000 ou 1 200 000 pour des grandes superficies, mais on était dans cette zone-là, aux alentours de 1 200 000, 1 300 000. Et il y avait toujours quelques pépites, surtout malheureusement pendant la période du Covid, on avait vraiment de belles pépites à saisir à ce moment-là. Mais aujourd'hui, bien entendu, ce sont des prix qui n'existent plus, que ce soit sur le marché primaire sur plan ou sur le marché secondaire. On est en moyenne à 1,8, 1,9. Et bien sûr, il y a des appartements qui se vendent à plus de 2 millions jusqu'à 2 400 000 pour les projets un peu, on va dire, de luxe qui sont lancés à Dubai Creek. Vida, par exemple. Ouais. Après, tout dépend. Les prix dépendent beaucoup d'éléments. L'étage, la vue et la superficie aussi. C'est sûr. Ouais. Mais du coup, c'est rassurant pour les personnes qui ont acheté, par exemple, en 2019. Ils ont déjà une belle plus-value qui est déjà établie maintenant. Si le quartier continue à se développer comme tu nous l'annonces,
il est encore temps pour se positionner aujourd'hui à Cricarbourg. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour les personnes qui ont acheté justement en 2019, en 2020, mais c'est une très très bonne nouvelle pour les personnes même qui ont acheté ne serait-ce que l'année dernière. L'année dernière, ouais, c'est L'année sûr. dernière, ils achetaient aux alentours de 1,5, 1,6 déjà. Donc, Oui. on augmente facilement. Hein. Et on avance, et c'est naturel parce qu'on avance dans le quartier. C'est un très grand quartier et donc il faut qu'on avance. On lance un nouvel immeuble quasiment par quinzaine ou par dizaine de jours. D'accord. Donc on va assez vite. Hein. Ouais, ça va assez Sur vite. les 1 mois et demi qui sont passés, on a lancé 4 immeubles qui sont à plus de 80% déjà vendus. Donc on a très peu d'inventaire et généralement, si on manque le lancement, c'est là où ça devient compliqué. C'est plus compliqué. On se retrouve avec des appartements, des unités qui restent un peu, j'ai pas envie de dire bas de gamme parce que il n'y a pas d'appartement bas de gamme, surtout avec Emar, tout a un potentiel. Mais c'est des appartements qui vont être à un étage plus bas, deuxième étage, troisième étage. C'est un peu dommage. Quand on a des belles vues, on aimerait toujours être au-dessus du 15e, du 20e ou préférablement au-dessus du 40. Mais c'est compliqué. Si on n'est pas là au départ, au lancement, prêt avec tous les documents nécessaires, malheureusement, on arrive toujours après à la fin et on a entre guillemets des restes. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quel est le processus quand on achète un appartement avec Emar? Avec plaisir. Je pense que c'est le sujet qui va intéresser le plus nos auditeurs. C'est vraiment la particularité qu'il y a Emar de toujours faire en sorte que la demande soit très très forte et forcément l'inventaire commence à disparaître dans les 24 heures qui suivent le lancement. Ah oui, quand même. Parfois même moins. Donc c'est très important de comprendre que Emar maintenant est le numéro 1, d'accord? Donc on a énormément d'investisseurs qui sont avec nous depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Ces gens-là, ils ont des très gros budgets, ils arrivent avec 20 millions d'euros, 15 millions d'euros, ils veulent des étages complets, d'accord? Ils sont, entre guillemets, surclassés avec Emar, ils ont des statuts gold, statuts platinum, etc. Un peu comme dans toutes les grandes sociétés, vous avez un niveau de fidélité qui fait que on va vous donner la priorité sur le lancement. Surtout que vous arrivez et que vous avez besoin d'au moins 5 appartements, 6 appartements. Donc ces gens-là vont être prioritaires. Et quand ils arrivent à 3, 4 étages complets. Donc vous imaginez que déjà, la première tranche des acheteurs vont écouler jusqu'à 30, voire parfois 40% de tout l'immeuble. Ensuite arrivent les personnes qui ont un budget moyen, c'est-à-dire qui prennent 2 appartements minimum. Ils ne peuvent pas prendre un étage complet, mais ils prennent quand même 2 appartements. Donc eux passent en deuxième catégorie, et là on écoule encore 20, 30, 40% de l'immeuble complet. Il reste à peu près, je vous laisse faire les maths, pas grand-chose. Et à ce moment-là, on donne donc l'accès aux personnes qui veulent acheter un seul appartement. Une unité. Et donc sur le troisième jour du lancement, c'est un peu à celui qui va au plus vite, celui qui est prêt le plus vite, qui peut prendre une décision rapidement. Généralement, nos acheteurs nous connaissent, ils prennent une décision assez rapidement, ils savent ce qu'ils veulent, ils attendent juste que l'unité soit disponible. Dès qu'on leur passe un coup de fil, on leur dit on a l'unité pour vous, ils disent OK et on avance. À ce moment-là, on envoie un lien, etc. Donc il y a juste un petit paiement à faire pour sécuriser l'unité et puis après on s'arrange tranquillement pour faire le suivi sur le plan de paiement, etc. Du coup, Mounhaim, pour les personnes qui souhaitent se positionner sur une unité, il y a beaucoup de personnes qui ont en tête, il leur faut un budget, ils ont en tête, il me faut 1 million d'euros pour investir à Emar. Est-ce que tu peux leur expliquer pourquoi ce n'est pas du tout le cas? Quel est le plan de paiement chez Emar? Et montrer la flexibilité aussi qu'apporte le promoteur. Alors, en tant que promoteur, forcément, quand on vend un projet qui est sur plan, on ne peut pas se permettre de demander au client de payer la totalité, bien sûr. Autrement, l'acheteur peut aller acheter un bien qui est déjà prêt, d'accord? Mais donc l'avantage et le bénéfice en fait de passer par un promoteur qui vend sur plan, c'est que vous bénéficiez du plan de paiement. Le plan de paiement s'étale pendant toute la durée de la construction, généralement 4 ans, jusqu'en 2029 par exemple, et vous payez donc des échelonnements. Le premier échelonnement, c'est toujours généralement de 10%. Ensuite, il faut toujours prendre en considération que vous devez 4% à l'État. C'est votre frais de titre foncier. Ensuite, vous avez quelques mois pour compléter un autre 10%. Ce qui fait que les 2 premières tranches sont de total 24%. Donc, si vous voulez vous positionner sur un nouveau projet, tout de suite, il faut penser à 24% d'apport. Ensuite, sur la deuxième année calendaire, donc si on est aujourd'hui en 2025, à partir de février 2026, vous aurez donc le troisième échelonnement qui sera aussi de 10%, en tout cas avec Emar.
Et après 5 à 6 mois, un autre 10%. Et ça va continuer comme ça, chaque année, 2 fois par an, 10%. Donc, total, vous aurez 80% pendant la durée de la construction et 20% à la remise des clés, tout simplement. Donc, c'est 80-20, avec 2 paiements par an de 10%, qui sont divisés, on va dire, en deux par environ 5 à 6 mois. D'accord. Ouais. Donc, c'est très flexible. On a 20% à payer chaque année avec Emma. Exactement, c'est un plan de paiement assez basique, assez classique, qui est, je trouve, à mon avis, assez flexible. Et ce qui est bien quand vous achetez sur plan avec un plan de paiement, vous gardez en fait votre cash flow, vous gardez votre argent en poche plutôt que d'acheter un bien qui est déjà prêt où il faut avancer 100%. Là, vous gardez votre argent en poche et vous bénéficiez de la plus-value qui va s'achever au fur et à mesure des années et qui va augmenter comme ça, ce qui va vous permettre éventuellement, si vous le désirez, de revendre à un prix plus élevé, parfois même avant la fin de la construction, ce qui est autorisé. Ce qui est autorisé. Au bout de... Alors généralement avec Emar, c'est 50%, mais on a toujours quelques exceptions qui se discutent en interne, mais c'est 50%. Une fois que vous avez payé 50% de la somme totale, vous pouvez revendre le bien. D'accord, très bien. Mon ami, j'aimerais qu'on reparle un petit peu des communautés qui sont en cours de construction chez Emar. Est-ce que vous allez annoncer des communautés de maisons, de villas? On sait que c'est quelque chose qui est très demandé en ce moment sur le marché. Il y a une très grande demande, il n'y a pas beaucoup d'offres. À part Emar, il n'y a pas grand nombre de maisons, de villas disponibles à la vente en ce moment. Est-ce que ça va arriver? Alors, c'est un très bon point ce que vous dites. C'est d'une part, il faut comprendre qu'un développeur qui se permet de vendre toute une communauté de villas et de townhouse, ça montre à quel point c'est un développeur de taille. Pourquoi? Parce que vous imaginez bien que en termes de prix du mètre carré, c'est beaucoup moins intéressant de vendre une villa simple, alors qu'on peut construire tout un immeuble avec 40 étages et 9 appartements ou 10 appartements par étage. Donc c'est beaucoup plus rentable, entre guillemets, pour un développeur qui possède un terrain, de développer 4-5 immeubles plutôt que de développer 4-5 villas, logiquement. Donc ça montre à quel point Emma est vraiment en avance aussi par rapport aux autres. Ça montre qu'on développe pas mal de communautés où on n'a que des villas. Notamment la dernière en date qui s'appelle Grand Polo, qui est vraiment une très belle communauté, vraiment axée sur un thème très luxe, qui est à savoir tout ce qui tourne autour du cheval, du monde équestre et exactement et du sport du polo. Donc on a un projet qui va continuer à être lancé. En fait, on a déjà lancé la partie 1, la phase 1, la phase 2, et là récemment, donc le mois d'août, la phase 3. Donc on va continuer comme ça à lancer phase par phase. Donc ça, c'est un projet qui est très intéressant et qui a été vendu assez rapidement sur les premières phases. Donc ça, c'est un projet qui peut intéresser, qui est proche du nouvel aéroport Al Maktoum International Airport, qui va être à terme l'aéroport le plus grand au monde. Et on a un autre projet qui s'appelle The Valley, qui est alors là plus axé, on va dire, du côté downtown, donc qui est très intéressant aussi pour des investisseurs. On aura sûrement des nouveaux lancements qui vont intervenir dans les prochains mois. Ok, très bien. Mais il faut être... The Valley pour nos téléspectateurs. Alors, c'est à environ 30 minutes de downtown, donc c'est sur une autoroute qui s'appelle Al-Ain Road. Donc vous allez tout simplement... c'est une ligne droite. Quand vous descendez de downtown, c'est en extérieur de la ville, pour être honnête avec vous. Mais généralement, les villas et les townhouses, ce type de communautés sont généralement situées à l'extérieur de la ville. Oui, c'est souvent ça. Ouais. Okay. À des distances raisonnables, bien sûr. Donc on a 2 communautés déjà sur lesquelles on peut potentiellement positionner nos clients dès maintenant. Exactement. On a Grand Polo et The Valley qui arrivera très prochainement, normalement très prochainement. Exactement, une nouvelle phase qui va arriver très prochainement. Ok, super. Au mois de septembre. Ok, parfait. Monaïm, selon toi, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir à Dubaï? Je pense que c'est vraiment le moment opportun, c'est le moment le plus intéressant d'investir maintenant à Dubaï. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir une augmentation de la population qui est exponentielle d'année en année. Et notamment, j'ai envie de mettre l'accent plus sur les villas et les townhouses. Parce que ce qu'on remarque, c'est que les nouveaux arrivants arrivent maintenant en famille. Et donc, quand on a des enfants et quand on a besoin d'espace, on recherche de plus en plus un espace où on peut avoir un terrain ou une sorte de piscine ou une sorte de divertissement dans sa maison. Donc forcément, un appartement devient de moins en moins intéressant. Et les familles qui viennent et qui atterrissent à Dubaï,
cherchent à avoir aussi un quartier qui leur permet d'accéder rapidement à l'école, rapidement si on a besoin d'un hôpital, si on a besoin d'un centre commercial. Donc forcément, les communautés villas et townhouse sont énormément en, on va dire, en sous-effectif. Donc on est en dessous de ce que le marché demande. Et forcément, quand on investit dans ce type de bien, on va se rendre compte que la plus-value va être exponentielle d'année en année, justement parce qu'il y a un décalage entre l'offre et la demande. Mais surtout, les projets qui sont situés en proximité de Dubai South et du nouvel aéroport que j'ai mentionné, ces communautés-là vont être en, on va dire, en très très forte demande, notamment par, on va dire, l'implémentation de nouvelles sociétés qui viennent justement s'installer tout autour du nouvel aéroport, et toute cette nouvelle, on va dire, tous ces nouveaux employés qui vont être recrutés sur les 3, 4, 5 prochaines années pour travailler à l'intérieur de l'aéroport, mais autour de l'aéroport. Tout cela va demander énormément de villas et de townhouses pour pouvoir s'installer. Donc il va y avoir beaucoup de demandes pour des rachats. Donc les vendeurs à ce moment-là vont être en position de force, mais surtout pour de la location. Et comme on le sait aujourd'hui, les locations de villas sont extrêmement chères. Donc on peut atteindre une forte rentabilité en louant sa villa en bordure justement du nouvel aéroport. Donc pour répondre à votre question, je dirais que c'est le moment le plus intéressant pour investir maintenant à Dubaï, parce que je pense qu'il y aura un avant 2025 et un après 2025. Je pense qu'à partir de 2026, on va vraiment voir la population qui va continuer à augmenter jusqu'en 2030. Et à ce moment-là, les prix vont continuer à suivre. Après, bien sûr, il faut bien sélectionner son partenaire. Je pense qu'avec Luxarabia, justement, avec le travail qu'on est en train d'effectuer, donc main dans la main avec Emaar en tant que partenaire, je pense qu'il faut être bien accompagné, je pense qu'il faut être bien conseillé sur le bon quartier à investir, bien choisir son développeur et surtout bien choisir, on va dire, l'unité que vous allez sélectionner. Parce qu'il y a des petits décalages entre telle ou telle unité en fonction de celle que vous choisissez sur le master plan ou sur l'étage de l'immeuble. Donc si vous êtes bien conseillé et que vous avez des agents qui sont professionnels et que vous choisissez bien votre développeur, je pense que c'est vraiment le bon moment d'acheter sur Dubaï en ce moment. Alors Mounaïm, on a beaucoup travaillé ensemble ces derniers temps. Comment se passe la collaboration avec Luxarabia et quels sont vos objectifs pour l'avenir? Alors, dernièrement, j'ai remarqué donc vraiment une forte augmentation de l'engagement de Luxarabia et des agents de Luxarabia. Donc, comme j'en ai parlé avec la direction, on va continuer à vous soutenir. Donc, l'objectif, c'est de continuer à vous soutenir, que ce soit à travers des nouveaux lancements, mais aussi en vous tenant informé des objectifs à court terme et long terme pour que vous soyez prêts, pour que vous puissiez préparer vos clients en amont et aussi lors des lancements pour vous donner une priorité sur certaines unités qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc ça aussi, on aimerait continuer à développer ce côté-là. Donc Emaar ne demande qu'à soutenir des agences comme Luxarabia, donc on est à fond derrière vous et on espère que ça va continuer aussi de votre côté. Donc pour répondre à ta question, ce sera que de mieux en mieux et donc on va continuer à développer donc nos forces ensemble pour obtenir les résultats espérés. Exactement, c'est l'objectif. Je te remercie Mounaïm de ton implication avec Luxarabia premièrement. Je pense qu'on coche toutes les cases avec Emaar. Donc j'espère que ce partenariat va continuer sur sa lancée. Je te remercie d'être venu cet après-midi passer un peu de temps avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci Mounaïm. À très bientôt.